Ouais, alors moi j'ai très très mal vécu ce moment d'hypocrisie collective. Quand je veux dire collective, c'est une grande partie de la classe politique et aussi, hélas, une partie de la presse, hein, qui a fait comme si il y avait une parenthèse, comme si le président de la République, en majesté, disons, pouvait se draper dans sa dignité, sa neutralité, sa solennité, etc. En réalité, personne ne devrait être dupe, hein. C'est-à-dire que non seulement tout a été un peu orchestré dans la couverture de cette affaire tragique, évidemment, pour qu'il y ait un maximum d'exposition du président de la République, et puis il y a surtout eu un double jeu, un partage des tâches qui saute aux yeux. C'est-à-dire que pendant que Sarkozy la jouait solennelle, il faisait donner Copé et ses boules puantes, avec des attaques contre le Parti socialiste en particulier, qui sont à la fois indignes, pusillanimes et même inquiétantes sur le fond. Alors, d'abord, je ne sais pas si elle l'a analysé comme ça, mais elle a donné à voir une analyse qui était faite pour l'opinion publique en période de campagne électorale. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le dire. Je ne suis pas sûr de la sincérité de l'analyse. En tout cas, on a essayé, alors c'est très spectaculaire chez Marine Le Pen, bien entendu, de mêler ça à l'immigration, plus généralement, disons, la droite classique, Sarkozy, et surtout Copé, comme je l'ai dit, ont instruit le procès de l'islamisme, voire de l'islam. Enfin, on a reproché par exemple au Parti Socialiste de ne pas avoir voté la loi sur la burqa. Bon, alors, sans revenir sur la question, est-ce à dire que le port de la burqa est intrinsèquement terroriste, ou le port du hijab serait intrinsèquement terroriste? On voit bien qu'il y a une tentative d'introduire de nouveau une confusion entre islam, islamisme, etc. En plus, le personnage de Mohamed Merah appelle des analyses beaucoup plus complexes, parce que visiblement même les flics qui l'ont interrogé au mois de novembre disent qu'on avait plutôt affaire à une petite frappe de cité qu'à un djihadiste. Et on voit bien que c'est un personnage qui a essayé d'entrer dans la Légion, etc. C'est-à-dire qu'il était vraiment à la recherche de tout ce qui pouvait, disons, servir d'exutoire à sa violence. C'est sa violence qui le constitue, c'est pas l'islam ou l'islamisme ou quelque chose d'autre. Donc ça a été totalement évacué au profit d'une exploitation contre l'islam, l'islamisme, l'exploitation politique. Alors la leçon, il y en a une qui est assez claire, c'est quand même le cynisme d'une partie de notre classe politique qui fait feu de tout bois face à un événement épouvantable pour essayer d'en tirer des profits électoraux, hein. Et puis il y a une leçon plus large et plus inquiétante pour notre démocratie, c'est la fragilité de la démocratie. Parce que comme ce système repose sur une concentration des enjeux sur cette seule élection présidentielle tous les 5 ans, sur quelques jours de campagne, etc., on voit bien qu'un événement à forte charge émotionnelle peut, à un moment donné, effectivement, brouiller les pistes et gommer tout le reste. C'est-à-dire on pourrait en oublier le chômage, la dette, la crise économique, la crise sociale, la question de l'école, etc., etc. Alors, il faut dire une chose, c'est qu'il semblerait que cette fois, ça n'a pas été le cas. Et qu'en fait, la démocratie a déjoué le piège qui lui était tendu. Et l'opinion a montré une maturité qui n'a pas permis à Sarkozy et à quelques autres d'utiliser à des fins électorales cette situation. Mais malgré tout, on peut se poser le problème de la fragilité du système, et puis d'un autre événement qui pourrait intervenir à 2 ou 3 jours du scrutin, et c'est tout de même un peu inquiétant. En soi, et bien sûr, de loin en loin, ça pose quand même le problème de cette institution présidentielle et du mode de représentation qui a été privilégié par la Ve République.